Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Nous sommes en direct et en public au festival à l'école de l'Anthropocène dans le 1er arrondissement de Lyon. Je suis Lou Herman et vous écoutez Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Et aujourd'hui, on va parler bande dessinée et biodiversité en compagnie de Nina Girardot. Nina Girardot, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes Nina, dessinatrice et autrice de bande dessinée, formée à Émile Cole, ici à Lyon, et vous vous êtes spécialisée dans la pédagogie et la vulgarisation scientifique par le dessin, et vous venez de publier en février de cette année une bande dessinée intitulée Histoire, la biodiversité à Lyon, dans le mensuel de bande dessinée Les Rues de Lyon, édité par l'Épicerie Séquentielle. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet de cette bande dessinée, de la biodiversité, un mot sur cette revue lyonnaise qui est tout à fait singulière, Les Rues de Lyon, et l'association à laquelle elle s'adosse, l'Épicerie Séquentielle. Vous avez d'ailleurs un stand dans la cour du Collège Graphique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne cette revue? Parce que c'est plus qu'une revue, c'est un véritable collectif d'auteurs, je crois. Et donc, comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure? Eh ben, c'est bien résumé, ouais. L'aventure, c'est une grosse aventure, hein. Donc ça fait quelques années déjà que l'Épicerie Séquentielle et les Rues de Lyon existent à Lyon. Moi, dès que je suis sortie de mes études, j'avais même pas encore terminé mes études, j'étais encore pendant mon stage. C'est Olivier Jouvray, qui est un des fondateurs de l'épicerie, qui m'a proposé d'entrer à l'épicerie parce qu'il est prof. Moi, je le connaissais, il est prof à Émile Cole. Et il m'a proposé d'entrer dans cette grande famille. Et oui, on peut appeler ça une famille. En fait, c'est donc une association où tous les auteurs et les illustrateurs de Lyon se retrouvent, tous, enfin en tout cas ceux qui ont envie de venir. Et il y a beaucoup d'entraide. Donc c'est un éditeur, mais c'est aussi vraiment une aide permanente. On peut toujours trouver quelqu'un pour être aidé dans ses projets personnels, surtout quand on débute. C'est assez difficile, le monde de l'édition et le monde du dessin en général. Il y a beaucoup de questions, on est tout seul. Et ça permet de faire des projets à plusieurs et surtout d'avoir de l'aide en permanence sur des choses qu'on ne connaît pas tout de suite quand on arrive dans le milieu. Donc un réseau de solidarité et remettre du collectif dans ces activités des fois indépendantes qui amènent un peu de solitude. C'est ça. Donc moi j'ai fait un tour sur votre portfolio en ligne. Alors j'ai vu que vous avez réalisé des panneaux pédagogiques alors pour le parc Sisley dans le 3e, sur la biodiversité et la gestion écologique, sur d'autres panneaux sur les vergers de la ville. Vous avez aussi conçu et dessiné un jeu pour enfants sur les insectes du jardin, un autre jeu sur les arbres fruitiers d'automne, des fiches de reconnaissance des courges et des fiches aussi sur les fourmis. En fait, la biodiversité, c'est une obsession chez vous. D'où ça vient? Une obsession, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Depuis toute petite, hein, comme beaucoup de gens qui ont grandi à la campagne, je pense que j'ai grandi à la campagne. Mes parents habitent près de Saint-Étienne. Et j'ai toujours été passionnée par les jardins et la nature en règle générale. Les petites, les grosses bêtes, j'aime bien ça, les fleurs, les arbres, etc. Et j'ai eu une très belle opportunité à la fin de mes études de pouvoir faire mon stage en fait, aux espaces verts de la ville de Lyon, dans un pôle qui s'appelle Direction Biodiversité et Nature en Ville. Et là, c'était vraiment génial parce que tout ce que j'adorais regarder en étant un petit peu sans connaissance depuis tout ce temps, il y avait enfin une réponse à plein de questions parce que pendant mon stage, j'étais dans le bureau et puis j'avais accès à beaucoup de personnes qui sont très calées sur le sujet et qui ont pu m'éclairer sur plein de choses, qui ont pu m'apprendre plein de choses. Et inversement, j'ai pu leur faire plaisir parce qu'ils avaient envie de communiquer en fait, au grand public des choses qu'ils avaient envie de partager. Donc moi, c'était un véritable échange et j'ai pu apprendre beaucoup grâce à eux. Donc ça a encore plus amplifié ma passion de savoir toutes ces choses-là qui sont vraiment très intéressantes. Et puis travailler sur ça, moi j'adore dessiner les animaux, les insectes. Enfin, c'est vraiment, en plus d'un truc que j'aime bien de mon côté, dans mon métier, j'adore. C'est quelque chose qui me plaît vraiment de dessiner les insectes, les animaux, la nature. Et donc il y a aujourd'hui
une matière qu'on peut tous avoir dans les mains, hein, qui est ce rue de Lyon sur la biodiversité. Enfin, je dis aujourd'hui, en fait, c'était hier, c'était février 2025, mais il est disponible dans toutes les bonnes librairies et ici au Collège Truffaut. Donc, la sortie de ce numéro des rues de Lyon sur la biodiversité. Comment est né ce projet? Est-ce que c'est vraiment suite à votre stage au sein du parc de la Tête d'Or donc ça vient de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans ce collectif de l'épicerie séquentielle qui était déjà en germe et vous vous êtes dit mais en fait c'est moi pour le job là, c'est pour moi? Comment ça s'est passé? C'est un peu ça. L'épicerie séquentielle et notamment Olivier Jouvray avait vraiment un projet depuis longtemps, enfin avait en tête de faire un rue de Lyon sur la biodiversité. C'était vraiment quelque chose qu'il avait envie que ça se fasse quoi, au sein de l'épicerie. Et j'ai été la première stagiaire d'Émile Cole aux espaces verts de la ville de Lyon. Ce que je vous disais, c'était la première fois qu'ils prenaient des stagiaires et de 6 mois, en tout cas de master, parce que c'était mon stage de master. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier m'a dit mais il faut absolument que ce soit toi qui fasses le numéro des rues de Lyon parce que tu es la mieux placée pour ça. Et puis en plus, j'étais vraiment au premier rang des experts qui m'ont beaucoup aidé à faire ce rue de Lyon, des gens très intéressants et qui sans eux, j'aurais pas pu apprendre tout ce que j'ai appris pendant ce stage. Donc vous aimez dessiner, hein, on l'a compris, vous aimez dessiner les petites bêtes, mais vous aimez aussi écrire des histoires. Oui. D'ailleurs, ce numéro des rues de Lyon, donc vous êtes la dessinatrice, mais en fait vous êtes la seule autrice créditée. Ça veut dire que vous êtes non seulement au dessin, mais vous êtes aussi au scénario, au récit. Et c'est pas toujours le cas en bande dessinée. Comment vous avez construit cette histoire ? Ouais, j'adore en fait faire les deux en même temps. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec des scénaristes parce que j'aime bien que ça se complète en fait. J'aime vraiment bien que mes images et mon texte soient liés en permanence. Et du coup, j'aime bien réfléchir au dessin en pensant au texte en même temps, ce qui est pas trop possible quand on fait appel à un scénariste. Et vous le faites dans ce sens-là? Donc d'abord vous réfléchissez au dessin et le texte il vient après, ou d'abord il y a les mots et après il y a le dessin? Quand c'est pour moi, ou en tout cas pour d'autres projets, je fais les deux en même temps. Mais là, pour ce projet, c'était particulier parce que c'est documentaire, donc il y a un énorme travail de documentation qui a duré assez longtemps et un gros travail de tri, c'est-à-dire qu'on se documente énormément. Ensuite, on trie. Quelle info on garde, quelle info on jette, qu'est-ce qui est plus important de dire, dans quel ordre, etc. Donc, évidemment, quand je commence à faire les recherches, il y a un fil conducteur du scénario qui se met en place, mais c'est que des petites idées. En fait, moi, j'ai un espèce de gros carnet où je note tout plein de trucs qui me passent par la tête. Ça peut être des dessins, des idées que je garde ou pas à la fin, ou alors des blagues, des petites infos importantes, des mots que j'aime bien dans un contexte. Là, je fais un petit peu les deux en même temps. J'essaie de toujours écrire des phrases, mais en même temps, je fais un petit dessin, etc. Et à la fin, une fois que j'ai fait tout le travail de documentation, là, je peux m'attaquer au scénario. Et vu que c'était un travail documentaire donc pour cette BD, c'est un petit peu plus sérieux, si j'ose dire, parce que, à un moment donné, ça doit être vraisemblable, ça doit vraiment correspondre à des faits. Donc, j'ai fait un travail un peu plus sérieux de scénario, où vraiment j'ai pris le temps de réfléchir dans quel ordre j'allais dire, comment je pouvais le formuler pour que ce soit compréhensible. Un travail de vulgarisation aussi. Et ensuite, il y a le dessin qui vient très vite. Et les deux se forment en même temps. Parce qu'avec le travail des bulles, c'est vrai que souvent le dessin et les bulles s'accompagnent. Un personnage peut avoir un certain visage avec certaines expressions. Et du coup, ça alimente le texte, etc. Et donc, dans ce scénario que vous avez construit, votre bande dessinée, elle suit une trame narrative chronologique. Donc, il y a vraiment une dimension historique. Ça, c'était un critère de la revue, parce que les rues de Lyon, il y a toujours une dimension historique ou c'est vous qui avez fait ce choix voilà. Non, les rues de Lyon, à la base, c'est toujours un travail historique. Oui. On parle forcément de l'histoire de Lyon. Et après, on est assez libre. Enfin, vraiment, on fait ce qu'on veut dans les rues de Lyon tant qu'il y a un travail d'histoire et que ça se passe à Lyon. C'est les deux seules contraintes de la revue. Et pour l'aspect année après année, je pense que c'est venu naturellement. Je me voyais pas trop faire différemment. Et j'aimais bien l'idée de raconter une histoire, de garder ce fil-là
où justement le narrateur raconte une histoire du début jusqu'à la fin de nos jours. Donc vous avez évoqué aussi donc, ce gros boulot un peu de l'ombre, on va dire, les coulisses un peu de la construction d'une bande dessinée, qui est ce travail de documentation, surtout dans la bande dessinée du réel. Et donc votre récit, il est construit sur cette enquête, construit aussi sur des données scientifiques, hein. Il y a des données historiques, des dates très précises, sur une histoire locale. Vous l'avez dit, c'est la biodiversité à Lyon, c'est pas la biodiversité en général, donc c'est quelque chose de situé, mais aussi une histoire, des données écologiques avec des précisions sur les espèces. Quelles étaient vos sources? Est-ce que ça a été un travail, on va dire, de bibliothèque avec des sources écrites, ou est-ce que vous avez échangé avec des écologues dans votre stage peut-être? Est-ce que votre travail a été relu? Comment ça s'est fait, ce travail de documentation et de véracité, on va dire, du récit? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que, j'en parlais justement tout à l'heure avec un collègue, c'est très difficile de faire le scénario quand on fait du documentaire parce qu'on a toujours peur de se tromper, de dire des bêtises, et puis après ça sort pour de vrai. Et des gens qui connaissent le sujet vont le lire, quoi. Donc c'est toujours un petit peu stressant. Et c'était un petit peu un mélange de tout. On va dire que dans le stage, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants et intéressés, donc qui savaient beaucoup de choses historiquement sur l'histoire de Lyon, des gens qui travaillaient pour la ville de Lyon dans le secteur de la biodiversité depuis un long moment, donc avaient vraiment vécu pas mal d'étapes au sein de la ville, et du coup qui ont pu vraiment beaucoup me documenter. J'ai aussi parlé avec pas mal d'experts en plantes ou animaux, et du coup qui eux ont pu plus m'aider pour le travail de dessin, concrètement sur comment dessiner les insectes, pour que ce soit vrai, parce que j'ai un style quand même assez stylisé, ça se rapproche pas trop du réel, donc c'est important quand on fait du dessin documentaire et de la vulgarisation scientifique, même si on fait un dessin très enfantin ou très simplifié, de garder une véracité, surtout en ce qui concerne les animaux, les insectes et les plantes. Donc là, j'avais de l'aide, toujours pareil, de professionnels. Et après, pour une grosse partie, un travail de documentation en interne. J'étais beaucoup à la bibliothèque, j'ai lu pas mal de livres sur la biodiversité dans les années 1800-1900. Et aussi, la ville de Lyon a eu l'immense gentillesse de me donner une espèce de serveur un peu caché de tout plein de choses qui se sont passées dans la ville de Lyon. Donc il y avait un gros travail de tri. J'avais accès à plein de documents en fait, sur des archives, sur des choses qui s'étaient passées pendant toutes ces années. Donc ça aussi, ça m'a bien aidée. Donc vous avez été un peu une historienne des petites bêtes à Lyon. Et alors c'est intéressant que vous parliez du dessin, parce que justement, en tout cas moi, quand je pense dessin et biodiversité, j'ai des images qui me viennent plutôt d'illustrations naturalistes extrêmement précises, un peu comme celles qu'on trouve dans les atlas des botanistes ou même les herbiers. Donc des choses presque photographiques, on va dire. Tandis que vous, votre dessin, il se déploie dans un univers graphique qui est très différent, avec une ligne claire, presque naïve, avec des aplats de couleurs franches. On est plutôt dans un registre de l'illustration jeunesse, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en vous lisant. Quelque chose du monde de l'enfance. Je voulais savoir d'où venait votre dessin, parce que vous êtes passé par une école, Émile Cole, où j'imagine qu'il y a une forme de formation à la grande palette de ce que peut être le dessin. Et comment, justement, vous en avez un peu parlé, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut être dans la stylisation, mais pour autant, ça n'empêche pas d'être rigoureux, en fait. Et comment, en fait, ce dessin-là, il a rencontré votre projet, qui était celui de la transmission d'un savoir historique et écologique? C'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'aime bien dessiner de la manière dont je dessine, parce que c'est naturel, en fait. Pendant mes études, c'est vrai que Émile Cole, c'est une école... j'allais dire stricte, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui cherche, en tout cas pendant la licence, à se rapprocher un maximum du réel dans un style assez académique. On apprend vraiment 8 heures par jour à dessiner le réel, on dessine des bouteilles, des chaises, enfin vraiment c'est très académique. Et à ce moment-là de mes études, j'étais un petit peu perdue, j'avais pas encore ce style-là, et c'est vrai que je me trouvais pas trop à cause et je dis à cause, mais c'est aussi grâce à ces études-là que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu, on nous met un peu dans une petite case. Il faut bien dessiner académiquement.
Et j'ai fait le master, du coup, après à l'école Émile Cole. Et c'est là où je me suis vraiment libérée. Et je pense que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me ressemblait plus. Parce que déjà, les professeurs sont beaucoup plus cool par rapport au style de dessin. On est beaucoup plus détendu. Il y a beaucoup plus cet aspect, on a envie de faire passer une émotion, en fait, avant de faire quelque chose de plus juste. Et c'est venu assez naturellement. En fait, je dessine assez vite. En fait, je travaille plutôt vite parce que j'aime bien, je dessine assez énergiquement, si je puis dire, pour garder un peu cette énergie dans le dessin. Et c'est ce qui est le plus simple. Et j'aime bien que ce soit accessible à tous. Vous avez parlé du coup de l'illustration jeunesse. Moi, en tant qu'adulte, j'adore lire de l'illustration jeunesse, et de manière sérieuse. C'est-à-dire que j'aime vraiment ça. J'aime lire les dessins, j'aime les histoires pour enfants. Je suis encore très adepte de ces livres-là. Donc forcément, ça se voit dans mon travail, et inconsciemment, je pense que je retransmets ça aussi. Mais j'aime bien, et c'est le travail que je fais aussi quand je fais de la vulgarisation scientifique ou des panneaux pédagogiques, par exemple, que ce soit accessible à tous, en fait. Qu'à partir de n'importe quel âge, on puisse lire et comprendre sans que ce soit trop, j'allais dire ennuyeux, c'est pas vraiment le terme pour les dessins plus académiques, mais ou en tout cas, ça attire l'œil, quoi. Donc un dessin qui s'est libéré, et puis aussi dans votre histoire, donc on a parlé de la rigueur, du travail qu'il y a derrière, mais il y a ces données, mais il y a pas que ces données, il y a aussi d'autres éléments dans votre récit et qui en font l'identité, la singularité, et notamment l'humour. Notre guide dans cette histoire locale de la biodiversité, c'est un pigeon un peu péremptoire comme ça, et qui est souvent contredit par d'autres petites bêtes un peu plus sympathique, on va dire. L'humour dans ce projet dont vous parlez de transmission, de rendre accessible, c'est aussi quelque chose d'important pour vous ? Ouais, je pense que c'est important. En tout cas, moi, je trouve ça agréable quand je lis un livre plutôt sérieux. Quand il y a des moments d'humour, en fait, j'ai l'impression que ça aide à se souvenir, déjà. Si on a envie de retenir une information, l'humour, c'est quelque chose qui reste quand même en tête plus qu'une simple phrase. Et aussi, ça allège. C'est agréable quand on lit une histoire et qu'il n'y a pas que des faits, quoi. Que de temps en temps, on arrive à glisser une petite blague. Et quand ça fait sourire, c'est plus facile, quoi. C'est plus léger. Plus fluide, en fait. Ouais. On avance dans l'histoire. Donc, vous avez parlé de l'enfance, on en a parlé plusieurs fois, et vous avez une expérience auprès des publics enfants, je crois. Est-ce que vous avez pu observer comment, justement, le dessin, il rend accessible des choses scientifiques compliquées ? C'est quelque chose... on sent que ça sous-tend cette idée de vulgarisation, mais est-ce que vous l'avez vu, des enfants comprendre des choses, ou même vous avez peut-être un souvenir de ça en tant qu'enfant, ou même aujourd'hui, vu que vous consommez, vous lisez encore cette littérature, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait l'expérience ? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais moi, à côté de mon travail d'illustratrice, je donne des cours de dessin à des enfants dans des écoles et dans des MJC. Et oui, c'est un plaisir de voir un enfant ouvrir un livre et comprendre. Et surtout, c'est très drôle de remarquer ce que remarque un enfant en premier, parce que c'est très différent des adultes. Qu'est-ce qui va attirer le plus leur attention et qu'est-ce qui va faire qu'un enfant reste accroché à un livre et pas à un autre. Ça, c'est très intéressant du coup de faire les deux, de dessiner pour les enfants et de travailler avec les enfants. Et oui, je pense que l'enfant aime la simplicité aussi quelque part, des couleurs simples, vives, des choses qui vont directement droit au but en fait. Les enfants, ça va droit au but en général. Et donc là, je vais aller droit au but aussi parce qu'on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Peut-être juste pour finir en quelques secondes, est-ce qu'il y a une œuvre que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs qui vous a marqué et plu ? Oui. Moi, pendant que j'écrivais mon scénario des rues de Lyon, j'ai revu un film qui est très vieux maintenant, qui a presque plus de 20 ans. C'est Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, qui est un vieux film et toujours aussi beau, doux et agréable à voir. Et donc, même si on l'a vu, on l'a déjà vu, on peut le revoir encore maintenant. Il n'a pas du tout vieilli. Et surtout, je trouve ce qui est remarquable dans ce film, c'est qu'il explique très bien les faits et comment
l'homme impacte le monde des animaux et de la nature, mais sans être moralisateur. C'est très difficile, je trouve, quand on fait de la vulgarisation scientifique et qu'on parle de l'impact de l'homme sur la nature, de ne pas être moralisateur. Et je trouve qu'il fait très bien ça. Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, avant de rendre l'antenne, on se donne rendez-vous demain, donc samedi 29 mars à 16h, pour une visite commentée des planches de votre numéro des rues de Lyon au Collège Graphique dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Merci beaucoup, Nina. Merci à vous. Et donc, à suivre sur Radio Anthropocène, Point of View, le point de vue des étudiants du master Ville et Environnement Urbain sur le festival, qui sera suivi du Book Club avec Raphaël Guidé. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.